président Joseph Kinumbi Kiambungu, à qui j'exprime ici ma profonde gratitude. Les jeunes cadres de l'initiative pour le changement, merci pour votre choix porté sur ma modeste personne. Je vais utiliser le mot jeune cadre, bien que parmi nous, il y a des personnes, peut-être de dire cadre, qui ne va peut-être pas intégrer cette catégorie de jeunes, mais je pense que vous allez supporter que j'utilise très souvent le mot jeune, puisque le contexte m'oblige à le faire. Chers cadres, depuis quelques années, notre pays s'est engagé dans la voie du développement. Et cet impératif du XXe siècle se présente comme un village à plusieurs voies d'accès. L'administration publique, avec son instrument de mise en œuvre qui est la fonction publique, sont donc les moyens essentiels pour y parvenir. L'administration publique ici comprend trois facteurs. On a essayé de réduire cette notion en trois éléments. Le facteur juridique qui renvoie à la force, à la puissance publique de l'administration, tout l'ensemble des textes juridiques qui ont été mis à la disposition de l'administration. Il y a l'élément ou encore le facteur matériel, l'ensemble des institutions ou des organes créés pour faire fonctionner cette structure dans l'administration. Et enfin, le facteur humain. Mais notre attention va beaucoup plus se focaliser sur le facteur humain, ce qui renvoie donc à la notion de fonctionnaire. Ouvriers au service de l'intérêt général, les fonctionnaires disposent, comme tout citoyen, d'un certain nombre de droits et est soumis à une certaine obligation. Et si tout fonctionnaire est libre d'exercer des activités politiques, par exemple participer en tant que président d'un parti politique ou membre d'un parti politique, excepté une certaine catégorie d'agents de l'État tels que les magistrats et les militaires qui n'ont pas ce droit reconnu aux fonctionnaires, donc à l'exception des deux catégories que je viens de citer, est limité. Si autrefois on a parlé de la stérilisation de la fonction publique ou encore des fonctionnaires, le droit contemporain a apporté un véritable changement sur cette situation. Et donc, comme tous les domaines de la vie en société, celui du service public est régi par un certain nombre de textes que la doctrine qualifie en France des lois Louis Roland qui prévoient des principes dont l'objet est de décrire le fonctionnement du service public. Puisque nous parlons de la France, donc Louis Roland envisageait trois principes classiques: la continuité, la mutabilité et l'égalité. Il y a un débat là-dessus. Il y a certains auteurs qui pensent qu'on ne peut pas limiter ces principes seulement à trois. Il y a d'autres qui estiment que non, les autres principes ne sont que la conséquence de ces trois principes qu'ils considèrent comme les plus fondamentaux. Mais moi, je me penche beaucoup plus du côté de ceux-là qui pensent que les trois principes sont les principaux. Les autres viennent juste comme étant des corollaires. Et donc, parmi ces principes que j'ai préféré considérer comme étant des caractéristiques du service public, nous avions la laïcité, l'indépendance, l'accessibilité, la transparence, la fiabilité, la confiance et la neutralité. C'est cette dernière qui retient notre attention dans le cadre de cette communication. Et le principe de neutralité, comme nous l'avions dit, est le corollaire du principe de l'égalité de tous devant le service public ou devant la loi. Il garantit donc le libre accès de tous au service public sans discrimination fondée sur des considérations politiques, philosophiques, religieuses, syndicales ou tenant à l'origine sociale, etc. Mais là aussi, une précision doit être faite en ce qui concerne notre communication, puisque
Nous n'avions pas la prétention de traiter du principe de la neutralité dans toute sa globalité. Il fallait donc les situer dans un contexte précis qui est celui de la neutralité politique. Alors, qu'est-ce que l'on entend par la neutralité politique? Au niveau du développement, puisqu'il y a une partie que nous avions consacrée à la notion du principe de la neutralité politique, nous préférons, vu le temps qui est limité, puisque dans le développement, nous allons expliquer ce principe, passer donc à la notion de l'administration publique, que nous tentons de définir ici comme étant un ensemble des unités institutionnelles, gouvernement, État, institutions, établissements publics, qui comprend les administrations publiques centrales, les administrations publiques locales et les administrations de sécurité sociale. Mais retenons aussi que l'administration publique a un seul objectif qui est l'intérêt général. S'il faut essayer d'aller chercher l'historicité de ce principe de la neutralité politique, on ne peut pas parler de ce principe au Congo sans faire mention ou allusion à l'Europe. C'est donc en Grande-Bretagne que ce principe a pris naissance avant d'être exporté dans d'autres régions du monde, telles qu'en France par exemple, à partir des années 1930, donc avec les lois Louis Roland, qui avait donc essayé de mettre en place ces différents principes dont nous avions évoqué précédemment, y compris le principe de la neutralité politique. Et le Congo accède à la souveraineté internationale dans les années 1960. Donc, pendant cette période, il a hérité des textes juridiques qui ont été élaborés par l'ancien colon, le français. Et je sais que je vais vous laisser peut-être en suspens parce que vous aurez envie de savoir, mais est-ce que le Congo est resté seulement avec les textes juridiques laissés par le colon? Non. Dans le développement, nous allons essayer de l'élaborer, de présenter le statut juridique du Congo en ce qui concerne ces différents principes, à l'instar du principe de la neutralité politique. Communiquer autour de cette thématique revêt un intérêt indéniable. Et en tant que jeune cadre, appelé à assumer les responsabilités au niveau de la République demain, je prends là déjà l'exemple de mon cher ami qui est devant moi, qui hier était candidat à l'élection législative. Donc appelé à assumer certaines fonctions au niveau peut-être du pouvoir législatif. Et donc, en tant que cadre, il est important que nous connaissions à partir de maintenant les basiques qui permettent de faire fonctionner le système administratif que moi je considère comme étant le pilier du développement. On ne peut pas parler du développement sur le système administratif du pays, dont la fonction publique ou l'administration publique connaît des situations qui, je ne sais pas, qui la place dans une situation fait de l'administration une structure faible. Le maillon faible même du Congo, on peut dire, c'est l'administration. Et donc, il y a encore un autre intérêt. En tant que parti politique, là je m'adresse au cadre de la chaîne. Le but d'un parti politique est de conquérir le pouvoir. De conquérir le pouvoir, c'est avoir l'administration en sa possession. En tant que maillon essentiel pour le développement, il est aussi important que la connaissance de ces principes directeurs de l'administration soit mise à la disposition des cadres de la chaîne. Je crois que parmi nous, il y a ceux qui entendent dire dans la cité parfois que le fonctionnaire de l'État est neutre et impartial. Ça peut être pendant nos débats avec nos amis, ça peut être sur Internet, aujourd'hui tout le monde y séjourne. Ça peut être même à l'école. On nous apprend le caractère neutre et impartial de l'administration. Alors, d'après vous,
qu'est-ce que le principe de la neutralité politique? Est-ce que ce principe existe dans l'ordonnancement juridique congolais? Que peut-on proposer comme, veuillez m'excuser, comment cette théorie donc, est appliquée en droit congolais? Quelles sont les conséquences de l'inapplicabilité du dit principe? Que peut-on proposer comme piste de solution pour une application effective de ce principe? Bref, tout ça, nous allons essayer d'aborder dans le contenu ou dans le fond de notre travail. Dans un premier temps, nous avions voulu consacrer ça à l'ossature juridique du principe de la neutralité politique en République du Congo. Nous l'avions donc intitulé une œillade sur le principe de la neutralité politique. Il n'est pas possible de communiquer autour du principe de la neutralité politique dans l'administration publique sans qu'au préalable, nous dégageons son fondement juridique et sa définition, mais bien plus encore son contenu et sa justification. C'est quoi le principe de la neutralité politique? Son contenu, sa justification et voir son fondement juridique seront donc abordés tour à tour dans cette première partie. Fondement juridique et définition du principe de la neutralité politique. De la définition. Le principe de la neutralité politique signifie tout simplement que les activités publiques de l'État ne doivent faire aucune distinction de traitement entre les usagers selon leurs convictions politiques. Cela signifie en d'autres termes que l'agent de l'État doit adopter vis-à-vis des administrés un comportement indépendant de ses opinions politiques. C'est donc agir dans l'impartialité, c'est-à-dire exercer les fonctions avec objectivité et distanciation sans parti pris ni influence. L'opinion politique réelle ou supposée ne peut être prise en compte négativement ou positivement dans le recrutement pas plus qu'elles ne peuvent l'être au moment de la titularisation ou en cours de carrière d'un agent de l'État. On doit faire évoluer un agent de l'État parce qu'il fait partie de nous partageons la même idéologie politique, c'est interdit. Pour recruter les agents de l'État, on doit tenir compte de leur appartenance politique. La loi ne l'autorise pas. Une fois donc ce principe défini, nous allons essayer de chercher dans quel texte on peut retrouver les bases de ce principe de la neutralité politique. Je vais revenir un peu, veuillez m'excuser, juste quelques difficultés que j'ai rencontrées. Au départ, quand j'ai eu à proposer cette thématique à M. Olem, j'avais une autre vision du principe. Je me disais, bon, il suffisait tout simplement de prendre la loi de 1989 portant réforme du statut de la fonction publique. Tout était dit à l'intérieur. Malheureusement, finalement, je me suis rendu compte que cette loi ne suffisait pas. C'est pour autant dire que le droit congolais de la fonction publique, qui est régi par la loi de 1989 portant réforme du statut de la fonction publique, ne prévoit pas expressément le principe de la neutralité politique. Mais il ne faut pas ignorer que, comme nous l'avions signifié précédemment, ce principe est le corollaire du principe de l'égalité de tous devant la loi. Et cette loi de 1989 tient compte du principe de l'égalité de tous devant la loi, qui est d'ailleurs prévu à l'article 15 de la Constitution en vigueur, donc celle du 25 octobre 2015. Mais s'il faut également aller dans le préambule de cette Constitution, on va constater que ce texte reconnaît valeur constitutionnelle à plusieurs instruments juridiques internationaux, dont la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ce texte qui valorise également le principe de la neutralité ou disons de l'égalité de tous devant la loi. Donc, nous avions estimé que du simple fait que le principe
de l'égalité de tous devant la loi a valeur constitutionnelle dans notre pays et que le statut de la fonction publique, la loi portant statut et réforme du statut de la fonction publique de 1989 accorde une importance capitale au principe de l'égalité de tous devant la loi, on peut donc déduire que ce principe est bien présent dans le système juridique congolais. Nous avions également essayé de repartir chez nos anciens colons, nos oncles, à l'époque on les appelait nos oncles. On a constaté que même en France, c'est juste à peine en 2016 que ce principe de la neutralité politique a été légiféré. C'est pour autant dire que la loi qui prévoyait le principe d'égalité de tous devant la loi, qui a d'ailleurs valeur constitutionnelle en France, ne consacrait pas une disposition spécifique à la notion de la neutralité politique ou encore du principe de la neutralité. C'est donc la loi du 20 avril 2016. Je pense qu'il s'agit là peut-être d'un message aussi à lancer à nos élus qui pourraient analyser ce texte pour faire une proposition de loi portant spécifiquement sur la neutralité politique, ce qui pourra peut-être venir appuyer l'idée du vivre ensemble, parce que le vivre ensemble, c'est aussi ça. Donner à tous le droit d'accès à la fonction publique, c'est un élément de poids pour ce principe-là, cette idée-là, du vivre ensemble. En droit français également, toute atteinte ou encore toute discrimination opérée en raison des opinions politiques est sanctionnée par l'article 225 alinéa 1er du Code pénal. Contenu et justification du principe de la neutralité politique. Une fonction publique neutre, c'est une fonction publique largement dépolitisée. Les politicologues, notamment Kenneth Kernafon, ont tracé les grandes lignes du modèle classique d'une administration publique impartiale et neutre, dans le schéma ci-dessus. La politique doit être séparée de l'administration. La nomination et la promotion des fonctionnaires doivent s'effectuer sur la base du mérite et non sur celle de la filiation et de la contribution à un parti politique. Justification du principe. On peut tenter de justifier ce principe sur 3 piliers. D'abord, ce principe permet de mettre les fonctionnaires de l'État à l'abri des discriminations dans leur carrière. Parce que lorsque, par exemple, un fonctionnaire qui est avancé en tenant compte non pas de son mérite, mais du fait qu'il appartient au même bord politique que celui qui a la possibilité de le faire avancer, cela peut frustrer ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir des liens avec ce monsieur ou encore d'avoir été dans le même parti politique que ce monsieur-là. Ensuite, il permet aux usagers de l'administration publique de subir un traitement égal sans être désavantagés ou avantagés en raison de leur appartenance politique. Donc, l'usager qui se présente devant un service public, ils sont à deux. L'autre est membre de mon parti politique. L'autre, je connais ses parents sont de l'opposition, parce que quand je parle de l'usager, ça peut être quelqu'un qui a déjà atteint l'âge de la majorité, donc il peut exercer des activités politiques, ou encore le moins âgé, mais tenant compte du fait que ses parents sont de l'autre côté politique, on accorde beaucoup plus les avantages à celui qui n'est pas, à celui qui est dont les parents sont du même bord politique que moi, ou encore celui qui est du même bord politique que moi, au détriment de celui qui n'est pas du même bord politique que moi. Enfin, il favorise un libre accès à la fonction publique à tous les citoyens. Et donc, comme on peut le constater, ce principe se justifie en tenant compte de trois destinataires.
Il y a d'abord l'agent fonctionnaire pour sa carrière au sein de l'administration. Il y a celui qui n'est pas encore fonctionnaire, mais qui veut accéder à la fonction publique. Et enfin, il y a l'usager, parce que la fonction publique a été constituée ou a pour mission de servir aussi des usagers. Mais un usager qui se retrouve dans une situation où il est négligé tout simplement parce qu'il n'est pas du même bord politique que celui qui les reçoit, c'est choquant. Alors, une fois donc cette ossature juridique présentée, nous avions essayé de faire un constat, de dégager les conséquences et faire une certaine proposition. Mais ce constat, je vous le dis, il n'est pas la conséquence d'une étude menée sur le terrain. Je pense que tout au long du débat, nous allons essayer de comprendre cela, que ce n'est pas la conséquence d'une étude menée sur le terrain, mais c'est juste un constat général que je fais. Voilà pourquoi j'ai évité d'utiliser des mots affirmatifs. Je suis resté un peu, j'ai juste soulevé des hypothèses qui vont nous permettre donc de discuter tout au long de ce débat. Si la valeur d'un texte juridique tient à son opposabilité, le non-respect du principe de la neutralité politique pousse à croire que son inscription dans le droit positif congolais n'est jusqu'à présent qu'une simple vue de l'esprit. Il est difficile de prétendre mettre tous les citoyens sur un même pied d'égalité si l'accès de certains à la fonction publique ou encore leur carrière dans la dite fonction est subordonné aux conditions, non pas de capacité cognitive, mais des appartenances ou encore d'appartenance ou l'activisme au sein d'un parti politique. Ou encore, si l'administré peut se voir traité négativement ou positivement devant un service public en tenant compte de son appartenance politique. L'application, l'appréciation de l'effectivité du principe de la neutralité politique dans l'administration publique congolaise peut être analysée en 3 périodes. Nous avions dans un premier temps la période d'indépendance. Post-indépendance, dans de 1960 à 1967, j'ai essayé de structurer ces idées autour de ces 3 périodes parce que les situations politiques ne sont pas les mêmes. Après l'accession du Congo à l'indépendance, les premières administrations ont tenté d'appliquer les principes hérités de la colonisation. On peut donc subodorer que les exploits administratifs réalisés sous le régime des années 60 à 69 sont l'expression du respect de ce principe-là. Je pense que quand nous écoutons nos anciens en politique, on nous parle souvent de Massamba Deba, qui a posé les jalons du développement de ce pays. Mais est-ce qu'on peut poser les jalons du développement d'un pays sans l'administration? Je ne pense pas. Ça veut dire que ce principe, pendant une période donnée, a été respecté. La deuxième période que je qualifie de monopartisme, c'est celle de 68 à 89. Je n'étais pas présent à cette époque, mais je la situe dans cette période-là. Une période que je qualifie d'une adéquation favorisée, donc l'inadéquation entre la théorie et la pratique du principe de la neutralité politique, mais qui s'expliquait par rapport au système politique de l'époque. Nous étions là à une époque où, on peut dire, tous les Congolais étaient membres d'un parti unique. Parce qu'il n'y avait pas un autre parti politique. Déjà à l'école, on demandait déjà aux élèves de chanter même. Au fait, c'était un parti qui s'était implanté partout. Et nul ne pouvait se dire que moi je ne suis pas de ce bord ou encore je n'appartiens pas à ce parti politique puisqu'il s'imposait de fait. Et il est difficile d'analyser pendant cette période si l'accès, le traitement ou l'accès à la fonction publique, le traitement des usagers ou encore l'évolution de la carrière des agents publics
étaient soumis à des conditions d'appartenance politique, puisqu'il n'y avait pas des gens qui n'étaient pas du bord, par exemple, du PCT, puisqu'il s'agit du PCT dont nous faisons allusion, et tout le monde y était. Et donc, ce climat politique de l'époque, à mon avis, rend difficile l'appréciation du respect ou non du principe de la neutralité politique. Mais sinon, on peut peut-être aller analyser d'autres éléments du principe de la neutralité dont nous n'avions pas abordé dans le cadre de notre communication. Donc, puisque la neutralité a d'autres raisons aussi, religieuses, ethniques, raciales, religieuses, ethniques et autres. Mais ça, j'ai exclu ces éléments puisque ça ne faisait pas partie de la thématique. Mais toutefois, pendant cette période, on peut aller chercher les violations du principe de la neutralité, pas politique, mais neutralité, par exemple, religieuse. Dans l'administration, vous ne pouvez pas exprimer les opinions religieuses. Donc, pendant que vous exercez votre fonction en tant qu'agent de l'État, vous ne pouvez pas accorder des faveurs, par exemple, à un parent du même coin, alors que vous travaillez pour le compte de l'État, mais vu que ça ne faisait pas l'objet de la thématique, je n'ai pas voulu insister là-dessus. Je suis resté dans l'aspect politique et j'ai retenu donc pour cette période que l'inadéquation de la théorie à la pratique était favorisée donc par le système politique de l'époque qui ne permettait pas, qui ne nous permet pas en fait, au fait d'apprécier objectivement si il y a eu violation ou non. Alors la dernière période, c'est celle de 1989 à nos jours. Normalement, cette période part de 1990 et 92, avec la conférence nationale, je crois bien 91, 92. Mais moi, j'ai ramené ça vers 89 en tenant compte de l'adoption de la loi de 1989 sur portant refonte du statut de la fonction publique. Cette période est caractérisée par deux événements majeurs. Donc, il y a l'adoption de la loi dont j'ai fait allusion et l'avènement du multipartisme. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut chercher à analyser si réellement le principe de la neutralité politique a été respecté pendant cette période. Puisqu'on se retrouve maintenant avec plusieurs partis politiques, dont l'administration, il y a ceux qui travaillent, mais appartiennent à ces différents partis politiques. Et donc, là aussi, étant donné que cette réflexion n'a pas, ou encore l'analyse ne s'est pas fondée sur une étude de terrain, je préfère juste dégager les hypothèses pour dire que dans l'avènement du multipartisme dans notre pays, un observateur averti ne peut s'empêcher de constater que l'une des causes des difficultés auxquelles traverse le Congo est le caractère politisé de l'administration publique. La crédibilité, l'honneur et le bon sens du fonctionnaire congolais est depuis plus d'une décennie, plus de 2 décennies, au centre même des inquiétudes exprimées par le commun des mortels. Mais il y a eu des conséquences également, qui ne sont entre autres que le non-respect. Disons, ce comportement tient éloigné de la fonction publique des éléments de valeur qui devraient de plus en plus former une nouvelle société. On donne plus l'importance à l'appartenance politique qu'aux connaissances. On se retrouve avec une administration remplie des personnes qui n'ont pas assez de connaissances, mais tout simplement parce que, bon, il fait partie de mon bord politique ou encore, bon, j'ai pas voulu, toujours, comme je l'ai dit tantôt, insister sur d'autres liens qu'il pourrait avoir, celui qui est là avec et celui qui a besoin des services de l'administration. Et je pense que pour les conséquences, si je vais, vu le temps, il me reste 7 minutes, je vais donc passer, puisque le document serait à la disposition de tous, j'ai fait donc quelques propositions qui, à mon avis, doivent d'abord passer par... Le juge doit être courageux de sanctionner.
La loi prévoit toutes les sanctions en cas de non-respect d'un principe. Il appartient au juge de faire preuve du courage. Et donc, je parle de l'audace du juge. Je parle de la liberté d'expression qui est le socle de tout. Parce qu'il faudrait que cette pratique soit dénoncée. Mais dénoncer, c'est laisser libre expression aux citoyens de faire, de procéder à des dénonciations au cas où ils se retrouvent dans une situation où certains de ces droits ont été violés. C'est donc le rôle qui, selon moi, peut être joué par les médias, les citoyens eux-mêmes, les organisations de la société civile et d'autres acteurs qui peuvent émerger à côté de l'État. Il y a aussi la culture judiciaire de la population. Le citoyen doit aussi comprendre que par rapport à cet acte posé par l'administrateur, la conséquence, c'est que je peux saisir le juge. Mais le juge ne peut s'auto-saisir. Donc, tu es la victime d'un acte, mais tu te dis, bon, mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Si je vais, le juge, à deux fois, il est corrompu, je vais dépenser l'argent pour rien. Donc, à côté de la culture judiciaire, il y a aussi la culture juridique maintenant des autorités politiques. Il ne suffit pas d'adopter des textes chaque jour, mais il faut les appliquer. La valeur d'un texte juridique tient à son opposabilité. On peut avoir les plus beaux textes de ce monde, mais tant que ces textes ne sont pas appliqués, tous ces principes ne sont que des simples mots, comme disait un constitutionnaliste qui présentait les constitutions en Afrique comme étant des tigres en papier. De loin, vous voyez, c'est une constitution, mais quand vous arrivez là, c'est un tigre. Mais quand vous arrivez, il est en papier. C'est pour dire qu'il faut accorder de l'importance. Donc, c'est le problème de la culture juridique des autorités politiques qui sont appelées à faire respecter ces textes-là. Et donc, je conclus en disant que le principe de la neutralité politique dans notre pays est fondé. Mais le problème, c'est qu'est-ce que ceux qui sont censés l'appliquer font de ce principe. Qu'est-ce que le citoyen qui se retrouve dans une situation où ses droits sont violés, quelle est son attitude face à ces genres de situations? Est-ce que le citoyen ne contribue pas lui-même à la violation de ce principe? Parce que moi, je suis dans l'administration, le citoyen qui vient, ils étaient à deux, mais le fait que l'autre appartenant à un tel parti politique, c'est pas facile aussi de prouver, mais néanmoins, essayer parfois de dire certaines choses, de dénoncer, ça peut impacter la conscience de celui-là qui a la décision d'agir en âme et conscience. Et donc, je peux, pour m'hasarder, prendre un exemple simple où on apprend que sur les listes des gens qu'on devrait envoyer à la magistrature, c'est juste des rumeurs, mais ça peut jouer aussi de beaucoup. Certes, ça n'intègre pas vraiment le principe de la neutralité politique, mais c'est ça la réalité de notre pays. Où on retrouve, soi-disant, les enseignants de l'éducation physique. Bon, on se demande, il y a quel rapport entre la magistrature et un enseignant de l'éducation physique? Quelle base il a pour aller défendre le diplôme de magistrat? Parce que quand tu sors de là, tu es diplômé, tu es magistrat, mais tu dois aller défendre ce diplôme sur quelle base? Voilà donc, chers jeunes cadres, c'est en ce terme que constitue l'essentiel de ma communication portant sur la neutralité politique devant le service public. Je vous remercie. Si, je tiens à féliciter M. Bassouaka pour la brillante communication qu'il vient de nous faire. Mais je prends la parole, c'est une contribution. En fait, ce n'est pas les questions que je vais poser, mais c'est une contribution. Dans le cours de l'exposé, vous avez insisté, vous êtes intéressé beaucoup plus sur la neutralité politique. Or, il se trouve que dans le cas d'espèce de notre pays, je pense le fait le plus vivace, c'est le fait tribal. Vous voyez, lorsque moi, par exemple, j'envoie un dossier à la fonction publique,
Bon, mais le type, même quand j'arrive, ne me demande pas tu es de quel bord politique. À la limite, il me regarde sous le prisme de son ethnie à lui. Est-ce que lui là c'était un gars de chez moi? Est-ce que c'est un gars de... Ouais, par exemple, si je suis un gars du Sud, je suis Mabembe, c'est comme ça que nous raisonnons. Est-ce que c'est un Mabembe? Est-ce que... Ouais. Donc, moi je pense, pour le cas d'espèce qui nous concerne, moi je pense qu'il fallait beaucoup plus s'appuyer sur la neutralité tribale. C'est ça le mal du Congo. C'est ça le mal. Personne à la limite ne vous demande, quand vous allez quelque part, tu es de quel parti, tu es de... Non. Souvent, même si on ne vous dit pas tu es de quelle tribu, mais dans sa façon de faire, vous sentez qu'il y a ce côté tribal là qui apparaît. Donc moi je pense, pour le cas d'espèce du Congo, il fallait plutôt s'appuyer sur le fait tribal. C'est ça le mal du Congo. Je vous prends un exemple. Vous voyez, vous n'allez pas demander la neutralité à un fonctionnaire à partir du moment où lui-même, le premier magistrat du pays, est un mauvais exemple. Comment on va demander à un petit fonctionnaire qui est là dans une administration qui soit neutre, alors que vous-même, vous voyez bien, chaque fois que le président Sassou prend ses nombre des gens à de hautes fonctions, oui, mais lui, il le fait sous le prisme de son ethnie. La dernière fois, oui, on a relevé le directeur général des impôts. On a relevé le directeur général de douane. Mais il les remplace par qui? Mais par des gars de chez lui. Donc lui-même, déjà, c'est un mauvais exemple. Ne me demandez pas à moi, petit fonctionnaire, d'être un bon exemple, alors que lui, le chef lui-même, c'est un mauvais exemple. Donc, moi, je pense, même dans les solutions, je crois que la première solution, c'est d'abord l'exemple du premier magistrat. Parce que tout doit partir de lui. Dans les solutions à apporter, la neutralité, le chef lui-même doit être neutre. Or, le chef lui-même, dans ce qu'il fait, il n'est pas neutre, malheureusement. C'est ça le mal de notre pays, malheureusement. Mais si le chef lui-même n'est pas neutre, comment voulez-vous? Ou bien vous avez un chef, lui, il a la tête d'une administration, tous les matins, il détourne l'argent du ministère ou je ne sais pas, du département. Attendez, mais moi, le petit gars qui suis en bas, si moi aussi j'ai l'opportunité de soutirer, je vais soutirer. Puis c'est lui-même le chef le fait. À moi, vous me demandez de ne pas faire, alors que lui, il est censé le faire, il ne le fait pas. Donc, pour moi, il fallait beaucoup plus insister sur la neutralité tribale. Le fait politique, les gens ne vous demandent pas. Les gens ne vous demandent pas. Moi, depuis que je me promène, je n'ai jamais vu quelqu'un me dire « Ah oui, tu es de quel bord politique ?» Mais pourtant, quand vous posez un acte, souvent le gars qui est en face de toi, lui, il te voit d'abord... Je vous prends un exemple. Un truc, j'étais allé voir mon dentiste, le docteur Makele là en ville, là, et il va parce qu'il a l'habitude de recevoir aussi les gars du pouvoir, hein. Il soigne, c'est un médecin, tout le monde arrive. Et on lui dit, ah, puisqu'il est gentil avec eux, un jour on lui dit, mais docteur, maintenant on a besoin d'un informaticien. Parce qu'il y avait un poste à pourvoir à la SNPC. On a besoin d'un informaticien. Vraiment bien calibré. Il dit, ah, mais moi j'ai un neveu qui vient d'Inde. En tout cas, c'est un bon informaticien. Il dit, voici ce qu'il a fait. Ah, mais voilà, c'est le profil même. En tout cas, dès qu'il amène le dossier, à la minute, on le prend. Oui, non? Le docteur Mankele appelle son neveu. Ah ben, il faut faire le papier parce qu'il faut faire le dossier rapidement. Il aide même financièrement à faire ses papiers, il fait son dossier. En tout cas, dans le jour qui a suivi, tout était prêt. Et lui, l'oncle, le docteur, va, il dépose le dossier. Le dossier est déposé, alors qu'on lui promettait que, en tout cas, dès que c'est déposé, en tout cas, vite, vite, il est recruté. Il a attendu un jour, bon, encore il s'est dit un jour, le temps peut-être le dossier n'est pas arrivé à la bonne main. Il attend un jour, rien. 2 jours, rien. 3, 4, 5, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 1. On disait que l'histoire là, dès que tu déposes, ça c'est le bon profil, on va le prendre. Et un jour, il se déporte. Il se déporte là-bas. Mais moi, mais le type ne peut pas te dire que mon frère, le profil est là, oui,
Mais sauf que l'appartenance ethnique ne nous arrange pas. Donc on le tourne en bourrique. On le tourne en bourrique. Et il y a un quand même qui a le courage d'appeler le docteur. Oh docteur, avec tous les services que tu me rends là, il faut que je te dise la vérité. Eh papa, le papa que tu as laissé là, c'est le bon profil, c'est l'homme même qu'il faut. Mais sauf qu'il y a un détail qui cloche. Eh bien, il n'est pas bébé. Oui, non? Il n'est pas bébé. Là, il faut que ce soit quelqu'un de là-bas. De l'autre côté, de ceux qui sont au pouvoir. On ne peut pas laisser un grand poste comme ça là à quelqu'un qui n'est pas de chez nous. Donc c'est pour ça que je dis, pour le cas d'Espèce du Congo, il fallait beaucoup plus s'appuyer sur le fait tribal. Je vous ai donné des exemples. Le chef lui-même, ce n'est pas un exemple. On n'allait pas demander la neutralité à celui qui est là. Donc c'était vraiment ma petite contribution que je voulais apporter. Bon, c'est dommage parce que je voulais dire que j'ai la même façon de voir les choses que Boubou Bilan. Parce qu'au début, lorsque vous avez dit que vous n'avez pas fait une étude sur le terrain, ça m'a embêté un peu. Bon. Mais en réalité, même si j'ai oublié de présenter les félicitations, en fait, c'était pas facile. C'est pas facile parce qu'aller faire une étude sur le terrain pour ce genre de situation, c'est pas évident. Je crois que, puisqu'on a dit que vous êtes doctorant, vous savez que moi je suis enseignant, je sais que c'est pas facile. Ce n'est pas facile, même quand on vous donne les attestations de recherche qui vous permettent de rentrer n'importe où, ce n'est pas toujours facile. Parce que la personne qui va vous recevoir, le documentaliste, a ses yeux qui lui permettent de voir que par votre nom, sans être politique, sans être politicien, il a déjà vu que celui-là, ce n'est pas la peine de l'aider. Et ce que vous appelez dans vos mémoires la rétention de l'information. Et donc, il serait pas, si vous osez faire une recherche sur le terrain, vous n'arriverez pas à aller plus loin. C'est plutôt parfois la rumeur qui nous aide. Mais lorsque ici un journal dit quelque chose et là-bas dans la rue vous entendez, c'est largement suffisant pour se faire une idée. Hein? Et c'est là où je dis que je suis un peu d'accord avec ce que vous l'avez en fait, pour dire que le fait d'avoir circonscrit votre communication sur la neutralité politique, bon, non, la neutralité politique est un peu en arrière. Il y a la tête. La neutralité, rien qu'à te voir, et ton nom. Parce que quand tu vas dans une administration pour vouloir attendre un service de cette administration, qu'elle soit générale, surtout l'administration générale, l'administration scolaire et universitaire, je crois que votre nom peut vous mettre déjà soit en difficulté, soit à l'aise. Votre nom. Dès qu'on dit non, c'est un bossu qui vient, non, c'est systématique. Je crois que le premier combat, ce serait celui-là. Et même si on dit qu'à l'époque du parti unique, les gens étaient à l'aise parce que tout le monde avait les mêmes droits. C'est difficile à croire, ça. Le parti unique n'a pas si bien fait les choses comme ça sans qu'on tienne compte de ton nom. Au contraire, c'était une contrainte. On prenait tout le monde comme il était déjà, sans avoir parfois fait la demande. Moi, j'ai été déclaré activiste de l'IGC sans avoir déposé une demande. J'étais au lycée à Brazzaville, mais à cette époque-là, le GSC, pour les jeunes, c'était automatique. Et pour les vieux, le RTOP, c'était automatique. En fait, c'était le parti unique, le parti qui dirigeait l'État. Là-bas, maintenant, on dit pluri... Dominique Matanga. Et il y avait quelqu'un qui travaillait au service de la scolarité, le neveu de l'ancien doyen, Paul Nzete. Quelqu'un à qui j'avais rendu beaucoup de services. Et il y a, je pense, 2 ou 3 mois, on payait la bourse des étudiants.
Et j'ai un cadet qui a terminé à Bayardel, qui est maintenant à l'ENSO à Gambonga. J'ai dit, puisqu'il n'est pas là, je vais recevoir sa bourse, puis la lui envoyer. Et il fallait signer l'attestation d'inscription. Puisqu'il était réellement inscrit. Je vais là, on me dit, ah, mais c'est un tel qui est chef du service de la scolarité. J'ai dit, ah, mais ça tombe bien. Avec lui, on partage des bons rapports. Et quand j'arrive, il me dit, non, ben, ah, Élisée, comment ça va? Bon, assois-toi, maman, là. C'est quel problème? Je lui explique le problème. Bon, écoute, c'est bon. Assois-toi là, maman. Et pendant qu'il me dit, assois-toi là-bas, moi, je suis resté juste devant la porte. Et lui, il ne savait pas que j'étais là. Il dit à sa secrétaire, problème, on a beau régler en côté. Il faut régler en côté. Par contre, on a besoin de ça, la bise maquillée là. Je tire la porte, je rentre, je dis quoi? C'est toi qui me dis ça? Donc c'est un peu pour expliquer, pour dire que cette neutralité politique-là pourrait se poursuivre dans d'autres contextes. Ainsi qu'il venait de le dire, ce n'est peut-être pas toujours la neutralité politique, mais c'est surtout ce problème des Nord-Sud qui est en train de gangréner la société, sinon l'administration congolaise. Élisée Mongono pour la parole accordée. Je suis M. Fouti Molaka, Congélda Victoire, je suis juriste de formation, également sociologue et membre du secrétariat national de la chaîne, secrétaire national chargé des questions juridiques. J'ai beaucoup apprécié l'exposé de M. Landry Baswaka, doctorant en droit public, pour un terme si important. Et j'ai beaucoup aimé également la structuration du thème dans le domaine de la neutralité politique dans l'administration. Au fait, le problème de la neutralité politique dans l'administration s'oppose à un phénomène social, au-delà du fait que les précédents intervenants ont mis l'accent sur la neutralité du point de vue tribal. Mais la question de la neutralité politique dans l'administration s'oppose. Je vais vous prendre un exemple simple. Nous qui avons un peu l'expérience du terrain, lorsqu'on va en mission dans les départements, pour des missions politiques dans le cadre de notre parti politique, mais lorsque vous voulez organiser une réunion, vous allez auprès du sous-préfet pour avoir l'autorisation. Mais il y a des moments où, lorsque le sous-préfet sait que vous êtes de l'opposition, il est difficile de vous donner l'autorisation d'organiser votre réunion. J'ai vu ça à l'époque où je n'étais pas encore membre d'un parti politique. Mon père qui était secrétaire national chargé de l'organisation de l'UPADES. Et à l'époque, je crois en 2007, il y avait le secrétaire général de l'UPADES, M. Tchachi Magela, qui était à Infondo. Mais je vous assure, le préfet du département de la Likoala ainsi que le sous-préfet ont refusé de donner l'autorisation à l'UPADES d'organiser la réunion. Donc, ils s'opposent déjà à un problème de neutralité politique. Alors qu'ils sont dans l'administration, ils sont censés être impartials dans toutes les décisions. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, le problème de la neutralité politique s'oppose dans notre pays. Même dans les recrutements, il y a des moments où vous dites vous êtes de quel bord politique. Dès lors qu'on sait que vous êtes de l'opposition, mais vous avez du mal à accéder dans l'administration parce qu'on sait que vous êtes de l'opposition. Donc, c'est un problème majeur. Le souhait, c'est que l'orateur devait quand même élargir son champ d'action, de ne pas se limiter sur le plan politique, mais également sur le plan tribal, parce que le grand problème dans notre pays, c'est aussi le problème de la nature de recrutement dans l'administration publique. Mais dès lors qu'on me recrute parce que je suis membre d'un parti politique, lorsque je vais exercer dans une administration donnée, mais j'aurais tendance à favoriser les décisions de mon parti politique. Il y a déjà la neutralité qui n'est plus au moins parce que la nature du recrutement pose problème. Et ensuite, le problème de la tribalisation de l'administration. Vous allez remarquer que dans la plupart des administrations publiques au Congo, y compris l'administration privée, parce que lorsque nous parlons de la neutralité dans l'administration, on peut faire allusion non seulement à l'administration publique, mais également à l'administration privée, d'autres administrations privées qui ont des missions d'intérêt général. Je vous prends le cas des entreprises publiques à caractère administratif et commercial,
qui ont aussi une mission d'administration de service public également d'intérêt général. Donc, il y a le problème de la nature de recrutement qui s'oppose, il y a un problème de tribalisation de l'administration, mais j'avais souhaité également que l'orateur puisse limiter la notion de la neutralité politique. Pourquoi nous n'arrivons pas à être impartials dans nos tâches dans les différentes administrations? Mais c'est parce que nous avons tendance à mettre en exergue les décisions de ceux qui nous ont mis là. Ça pose un problème. Et il y a aussi la notion de la redevabilité. Vous le savez bien que moi, un magistrat qui a été nommé par le président de la République, il est membre de la Cour constitutionnelle, il est censé rendre des décisions de façon objective conformément aux lois et règlements de la République. Mais dès lors qu'il a été nommé par le président de la République, mais il a tendance à prendre une décision allant dans le sens du pouvoir en place. Donc il s'oppose un problème la notion de la redevabilité. Mais la solution dans ces différents problèmes, c'est que les fonctionnaires qui sont nommés, y compris des administrateurs, y compris des fonctionnaires politiques, ils doivent mettre en exergue la notion de la conscience professionnelle. Parce que dès lors que vous avez la notion de la conscience professionnelle, peu importe la nomination, c'est le président qui vous a nommé, tout ça, mais vous êtes censé appliquer les lois de la République. Mais malheureusement, c'est le grand problème. Et ensuite, la notion de l'intérêt général qui devait primer dans les prises de décision de l'administration ainsi que des fonctionnaires politiques. Donc, c'est un sujet en réalité qui est très vaste. On ne devait pas, je comprends, limiter ce sujet dans la neutralité politique, mais aussi toucher d'autres points, y compris sociologiques. Parce que nous sommes dans un pays où, du point de vue anthropologique, dès lors que vous êtes nommé même parent, dans une administration donnée, vous avez tendance à écouter le parent que de mettre en exergue les tests de la République. Parce qu'on se dit que, bon, j'ai été nommé parent grand frère ou parrain, donc si je veux prendre une décision, la décision que je vais prendre doit aller doit arranger mon grand frère ou encore celui qui a eu à me nommer. Donc, c'est ça malheureusement le grand problème dans notre pays. Mais sinon, le problème de la neutralité politique dont l'administration s'oppose, je vous ai donné l'exemple des sous-préfets qui sont nommés. L'autre fois, nous étions ici, il y a le secrétaire général Padé Goma qui nous disait que en 2009, quand ils étaient partis en campagne à Oyo, mais le sous-préfet de la République, le sous-préfet de Oyo, a refusé de donner l'autorisation d'organiser la réunion parce que si la chaîne organisait la réunion à Oyo, ça devait créer des dissensions dans la ville. Alors là, il s'oppose aussi à un problème de neutralité politique parce qu'on se dit que la ville d'Oyo, c'est le village du président de la République, donc un autre opposant ne peut pas organiser une réunion dans la ville. Donc il y a déjà un problème de neutralité politique qui s'oppose. Parce qu'un sous-préfet qui est bien formé, qui applique les lois et règlements de la République, il ne doit pas dire que non, mais parce que vous êtes de l'opposition, on ne doit pas vous accorder l'autorisation pour organiser votre réunion publique. Donc c'est un problème majeur, c'est même un phénomène social que nous devons regarder dans sa profondeur la plus absolue. Mais je pense que les solutions majeures de ce problème de la neutralité politique se trouvent dans la conscience professionnelle. Il nous faut de la conscience professionnelle lorsque nous exerçons nos différentes activités. Et ensuite, la notion d'intérêt général doit primer. Tant qu'on va voir parce que bon, je suis de tel parti politique, je ne peux pas favoriser un tel monsieur parce qu'il n'est pas de mon bord politique, ça pose un problème. Nous constatons tous dans ce pays, même dans les concours d'entrée dans les écoles professionnelles, il y a un problème majeur, c'est maintenant des recommandations. Parce que vous êtes l'enfant d'un tel, même si vous ne méritez pas, vous êtes admis au concours, ou parce que vous êtes dans le bord politique, non, mais celui-là, on ne peut pas favoriser son admission. Donc, il y a un problème de... Je voudrais d'abord saluer l'exposé. J'ai aimé l'exposé portant sur la neutralité politique au niveau de la fonction publique, qui est, à mon avis, le fondement de la promotion de la République. Si on veut vraiment aller de l'avant, nous devons appliquer ce principe de
neutralité. Mais je m'en vais un peu relativiser ce principe. Parce qu'il a abordé une loi très, très importante, notamment celle de 89 portant refonte de la fonction publique. Nous savons que notre système au niveau de la fonction publique, c'est celui du recrutement, qui est contrairement à celui des États-Unis, qui est l'emploi. Là-bas, c'est la compétence, mais chez nous, c'est d'abord le diplôme en premier. Mais je vais relativiser dans le sens où je vais prendre un exemple palpable pendant les événements post-électoraux. Je prends le référendum. Nous avons vu des jeunes dans la rue avec des t-shirts moyennant 2000 francs pour se mobiliser. Référendum, référendum. Sans se rendre compte, sans savoir, sans définir au préalable, c'est quoi le référendum? Qu'est-ce que nous allons faire sur les lieux? Donc un matin, on vous un billet de 2000 avec un t-shirt, vous levez, vous allez parce que vous avez reçu quelque chose. Le problème, c'est d'abord de nous conscientiser. Qui doit dénoncer la non-application de ce principe? Est-ce que c'est moi qui suis à la maison? Je n'ai pas de diplôme demandé dans une entreprise, dans la fonction publique, le diplôme qu'il faut, je suis à la maison, je n'ai rien, je dois dénoncer qu'il y a la discrimination, il y a la non-application du principe de la neutralité. J'aurais souhaité que la jeunesse congolaise cherche d'abord en premier. Il faut mettre quelqu'un, il faut le coincer au mur avec ses propres mots. Quelque part, mais le fait accompli, devant un fait accompli, j'allais dire par là. On demande un diplôme, oui, mais le diplôme ne suffit pas. Il y a des conditions de forme et de fond. C'est vrai, le diplôme est là, mais est-ce que on a la capacité de défendre ce diplôme-là? On se rend dans une entreprise, on a demandé le bac. Oui, on en a vu des gens qui, avec moyennant, je ne sais pas combien, qui achètent le bac. Est-ce que le simple fait d'avoir ce bac suffit de cet individu-là d'avoir l'emploi parce qu'on a demandé le bac? Il se peut qu'arriver là-bas, le chef de l'entreprise, sinon le chef dans une administration, pose le problème au niveau de la compétence. Il faut défendre au préalable le diplôme. Cela ne suffit pas pour un diplôme. Et je m'en vais parler d'un fait qui, de plan tant national qu'international, on nous parle de la relation affective, des relations affectives. Je vais vous prendre un exemple. Ici, nous sommes au siège d'un parti politique, de M. Kinyombi Kiambungu. L'objet d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir. Et pour conquérir le pouvoir, il faut se poser la question, qu'est-ce que le peuple veut? Et M. Kinyombi Kiambungu ne peut pas aller seul. Il doit avoir des agents qui vont l'accompagner. Mais moi, étant le fils de M. Kinyambungu, j'ai les compétences pour l'accompagner. Est-ce que M. Kinyombi doit me laisser pour prendre celui de l'opposition qui n'est pas compétent? C'est ça aussi le problème. C'est vrai, ça se passe dans les administrations, on dénonce la discrimination. Je ne suis pas de l'opposition, je suis de la majorité. Est-ce que tu as le diplôme et tu peux défendre ce que tu as? C'est ça qui doit faire l'objet de notre débat. On ne doit pas prendre l'opposition, la majorité, sans prendre les bases, la conscience. Puisque l'opposition n'est pas conscient de ce qu'il fait, mais celui qui est avec moi à la majorité peut faire à ce que le peuple soit développé, pour que le pays soit développé, pardon. Est-ce que je vais laisser celui qui est avec moi, étant de la majorité, mais peut apporter un de plus pour que le pays soit émergent, pour prendre celui de l'opposition qui ne peut rien? Donc, par là, en quelque sorte, c'est une question que j'ai posée par là. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Quand celui qui est de la majorité peut faire quelque chose, celui qui est de la chaîne peut contribuer au développement du Congo,
et celui du PCT ne peut rien, est-ce qu'il faut prendre celui du PCT pour laisser celui de la chaîne qui peut contribuer? Je m'arrête par là pour le moment. D'abord tout le monde ici. Excusez-moi pour cette réaction tardive, parce que je n'étais pas vraiment pressé à prendre la parole. Je remercie beaucoup mon frère Baswaka d'avoir organisé cette causerie débat. De nature, j'aime ça, comme mon ami Fouti le connaît. J'adore les causeries débat, parce que ça me permet de nourrir mon esprit. Le thème, la neutralité politique de l'administration, j'ai aimé. C'est vrai que c'est un thème que beaucoup de gens n'auront pas assez d'arguments pour argumenter cela. C'est vrai qu'ici au Congo, la politique est liée à tout. Ça nous renvoie au tribalisme, au lien parental, d'autres amicales, tout le temps. La neutralité politique dans l'administration congolaise, privée ou publique. Manque de précision, je crois que là on parle beaucoup plus du public. Je pense que c'est pareil pour, pas peut-être pareil, un peu parallèle pour le privé et l'administration publique. Dans, la neutralité politique dans l'administration congolaise peut prendre, premièrement, je dois prendre 3 points. Concerne le recrutement à la fonction publique, je vois la formation à la fonction publique et troisièmement, la nomination. Concernant le recrutement, au Congo, le recrutement ne se fait pas par concours ou par dépôt de dossier. C'est surtout beaucoup plus, on donne le dossier aux mains d'une personne, soit par demande d'un canton qui vous demande le dossier, vous lui passez le dossier, et on ne sait pas après combien de temps, vous aurez votre arrêté. Réellement, vous êtes un exemple pour ça. Pour ceux qui sont déjà affichés dans la politique, précisément pour les opposants, il est difficile pour un Congolais qui s'est déjà affiché comme opposant au Congo, que son dossier puisse parcourir correctement les services de l'administration congolaise. Pour celui qui s'est déjà affiché. Et voilà, c'est la raison pour laquelle vous allez constater beaucoup de jeunes Congolais ne se donnent pas à l'opposition plus facilement. Parce qu'ils se disent que non, si tu vas là-bas, tu vas rater ta chance. Et voilà, ils se lancent du côté de la majorité parce que là-bas, ils ont 1000 chances. Même si ce n'est pas la fonction publique, ils seront favorisés quelque part. Là, c'est la première difficulté. La deuxième, parlons de la formation. Formation peut-être militaire, policière ou la poursuite d'une étude quelconque au milieu administratif. On a vu une personne ici à parler, en 2015, il y avait les Jeux africains, de la Coupe d'Afrique, en 2015. On a vu les jeunes du sud comme du nord, que le Congo gagne, perd ou fait un match nul, il y avait le désordre. Il y avait un soulèvement de la jeunesse. Jamais vu. Mais qu'est-ce que le pouvoir en place a fait? Si vraiment le régime voulait recruter la jeunesse dans les forces armées congolaises, on a pris la majorité des jeunes du nord du pays. Aujourd'hui, sont intégrés dans l'armée et à la police. Ça prouve qu'il n'y a pas de neutralité. Voilà un bon exemple. S'il y a vraie neutralité, on a vraiment besoin de faire taire les jeunes, on doit prendre les jeunes de partout. Comme celui du Nord, bon, les jeunes, vous avez gagné, on vous a entendu, venez mettre vos noms. Il n'y avait aucun service qu'on avait demandé aux jeunes d'aller déposer leur dossier, de se passer en mai. Voilà. Le troisième point, c'est la nomination. C'est la nomination. Pourquoi j'ai parlé du recrutement, j'ai parlé de la formation. Là, j'ai parlé de la formation militaire et policière. Donc, il y a aussi d'autres formations pour m'arrêter que là. Le troisième point, c'est la nomination. Si un opposant a été nommé à une fonction, il faudrait lui dire que non. Son président fondateur, soit son président du parti politique, le secrétaire général, occupe une fonction élevée au gouvernement ou dans une institution quelconque. S'ils n'occupent pas ce genre de fonctions, je ne pense pas que toi qui as l'opposition, tu seras nommé. Tu ne seras pas nommé. Parce qu'on me dit toujours, est-ce que tu as un poteau? Pour moi, c'est un problème de poteau.
Je suis à l'administration, je vois ça là-bas. Si tu n'as pas le poteau. Mais le ministre Kalixien est venu, à peine une année, il a balayé les anciens cadres, il a nommé ses cadres. Le problème de la nomination, c'est vraiment ça. Une fois tu es opposant, tu es au gouvernement. Une fois tu as été muté de ta fonction, les éléments que tu avais proposés au chef d'État pour la nomination, ils seront aussi balayés. Donc il n'y a pas de neutralité. Là, vraiment, ça ne prend pas le cadre tribal. Restons d'abord dans le cadre administratif. Je peux être du Nord, ça c'est mon collègue, il est du Sud, je suis ministre, je le propose. Je le pose le chef d'État, le nom directeur quelque part. Mais si on m'enlève de ma fonction, toi aussi également va t'enlever. Également. Prenons d'autres points de l'administration. Les institutions et d'autres administrations de l'État. Commençons d'abord, par exemple, Colonel, CENI, notre Commission nationale électorale indépendante. J'ai vu des cas là-bas. À ce moment, j'étais candidat en 2007. Candidat député, candidat municipal. J'ai vu des cas là-bas. Et que si c'était un opposant, c'était un avantage de mettre sa candidature dehors. Vu que ces hommes-là étaient de la majorité, pour les petits détails oubliés, on a laissé les dossiers. À la neutralité. Il n'y a pas la neutralité. S'il y avait la neutralité, on devait interpeller le candidat. Venez monsieur, il manque ceci. On l'a laissé passer. Vu que le candidat a un bras droit, c'est le beau-frère d'un tel, on l'a laissé. Il n'y a pas la neutralité. Prenons dans le cas de l'administration, la mairie et bien d'autres, l'administration départementale, la préfecture. J'ai été aussi victime. Je vais à la note de terrain voir le monsieur le maire, le 22, pour dire, je suis indépendant, je suis candidat. Je vais me renseigner auprès de vous. Je suis candidat. Comment faire pour le procès verbal? C'est moi qui vais le faire à ma façon, ou c'est à vous l'administration de me les donner? Oh non, laisse, ça ne tient pas. Ce que tu vas faire comme procès verbal, nous, on ne va pas prendre cela. C'est à nous de donner à tous les représentants des candidats le procès verbal. C'est monsieur le maire qui me dit. C'est la politique, même si c'est la prudence, il faut quoi? J'ai envoyé mes représentants dans les bureaux de vote, avec les bouts de papier et les stylos. Soyez prudents. Mais il n'y avait pas de procès verbal. Où est la neutralité? Il n'y a pas la neutralité. Parce que nous sommes tous des candidats. On tombe un candidat pour faire valoir notre candidat. Voyez les hommes précis. Là, il n'y a rien à voir avec le tribalisme. On est tous de la cuvette, avant que mon adversaire. On est tous de la cuvette. Il n'y a pas la neutralité. Il n'y a rien à voir avec le tribalisme. Mais là, c'est un problème de la neutralité, purement de la neutralité. On n'a pas soutien. Vous voyez? Quand tu es candidat, on se pose la question, il est de quel côté? J'étais indépendant. Tu es de quel côté? Je dis, je suis ni de l'opposition, ni de la majorité. Je sors droit de la classe populaire. Ça pose un problème. Tu vois? Ça a posé problème. Avec le slogan politique, oh non, là, toi tu s'en prends, là, mais tu touches le chef de l'État. Mais non, c'est la politique. Ça touche tout le monde. Il n'y a pas que le chef de l'État. J'ai cité les noms. C'est ça la politique. Donc, c'est un bon thème que mon cher ami Baswaka, j'ai aimé. J'ai aimé. C'est vrai, la politique est liée à tout au Congo, peut tribaliser sur d'autres. Mais rien que sur la neutralité politique dans l'administration congolaise, c'est vrai. Il y a des arguments à avancer. Mais le temps nous est compté. Je m'aimerais aussi un jour, tel qu'a dit notre doyen ici, à la prochaine occasion, aborder le thème de la neutralité peut-être ethnique dans l'administration ou tribale. C'est aussi un beau thème. Là, vraiment, tu vois qu'il y aura même beaucoup de gens plus que parce que tout le monde a les arguments.
neutralité politique dans l'administration. Même moi, quand j'étais à l'université, en droit, mes amis me disaient, tant qu'ils sont au pouvoir, yo, Djamoussa, t'es dans le Congo. Mais ils sont surpris, je suis même le premier à avoir l'arrêté parmi mes amis. Tous jusqu'à l'heure, n'ont pas l'arrêté. Moi, j'ai mon arrêté en 2014. Là, je n'étais pas encore affecté dans la politique. C'était juste les causeries débat de l'école sur la politique. Et en 2015, c'est cette année-là que je me suis vraiment affiché par la télévision, dans le quartier. Là où tout le monde m'appelle, non, le politicien. Parce que je me suis opposé fermement au changement de la Constitution à Talangaï. J'ai fait asseoir les gens, on était 29, et donc pareil. Votons le changement de la Constitution après les élections, ça c'est mieux. Il doit respecter la Constitution. Tu vois, mais j'avais sorti déjà la présence policière auprès de mes parents pour que mes parents me tirent les oreilles. Tu vois, il y a sur la politique qui est au Congo et bisous de Zalabé. Voilà, même nos agents de l'ordre n'ont pas la neutralité. Donc pour eux, si le pouvoir va peut-être au sud, nous on va souffrir. Mais qui leur dit ça? Qui leur dit ça? Ça c'est depuis la formation peut-être. Moi j'avais un en 2015, à sa sortie de la formation, il dit, nous sommes formés, c'est pour les morts. Nous sommes formés pour protéger le pouvoir. La plupart de mes amis savent. Tu vois, mais quand j'ai eu mon arrêté, j'ai commencé à travailler. Il y avait les meetings de l'opposition sur le boulevard. Avec les amis, on partait. J'étais aux impôts. Je me retourne au service, je me disais, mais tu es comment? Tu es opposant. Tu vois, notre chef me dit que tu es opposant. Donc pour lui, tout ce qui est là-bas comme collaborateur doit être pour la majorité présidentielle. La neutralité de l'administration. Il ne s'agit pas de fuir, il ne s'agit plutôt de l'affronter. C'est vrai, il n'y a pas la neutralité, mais il faut combattre cela. Mais là au travail, on Dieu me voyait une émission, on dit, ah, lui là il est opposant. Il est parti gérer là-bas, non? Il est opposant. On est écarté pour lui, tout simplement. Donc voilà, ce sont les exemples. Moi-même, je suis vraiment de ça. J'ai aimé le thème. Pour moi, il n'y a pas assez de temps, il y a aussi d'autres qui vont intervenir. J'ai vraiment aimé. Oui. Et la prochaine fois, d'autres thèmes, tels que l'intérêt tribale dans l'administration, ce soit aussi un bon thème. Merci. Et de l'arc-en-ciel, c'est la multiplicité des couleurs qu'il a. Il y a Antoine de Saint-Exupéry qui disait, si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour qu'il y ait une neutralité, nous devrions accepter les autres tels qu'ils sont, malgré leurs différences ethniques, parce que c'est Dieu qui sait faire les choses. Le pays n'appartient pas qu'à une ethnie. Et la première devise de notre patrie, c'est l'unité. Aujourd'hui, si nous voulons aller de l'avant, nous devrions être unis. Et aujourd'hui, pour qu'il y ait l'unité, nous devrions accepter les autres malgré leurs différences. Je vous remercie. Frère, ami, petit frère d'André Baswaka, pour avoir répondu à cette invitation et puis pour avoir pris le temps parce que ça, la matière grise il a dû faire bouger sa matière grise, il a dû travailler. Merci pour cela et je pense que le document est pour nous, ce document est pour nous précieux, nous allons le garder précieusement. Et certainement aussi, pourquoi pas l'enrichir. Je crois que comme l'a dit mon frère Zonaba, je crois, Bokatola et ainsi que notre Mbungu est jeune, le thème est vraiment très vaste. Je crois qu'on a eu dernièrement avec Mbungu est jeune un thème aussi très vaste, la nécessité pour les Congolais de changer de paradigme. C'est-à-dire que je crois qu'il y a certains thèmes que nous traitons ici sur lesquels nous serons forcés de revenir pour un acte 2 ou une suite, je crois. Parce qu'ils sont tellement vastes, le temps ne nous permet pas toujours de toucher tous ces thèmes-là. Et remercier également tous ceux qui ont répondu à l'invitation. C'est vrai qu'on aurait souhaité être un peu plus nombreux. Bon, beaucoup ont fait défection, mais nous croyons que nous allons encore mieux nous organiser pour les prochaines réunions. Nous croyons que tout ce qui est là va aller participer également, pourquoi pas inviter. Et je crois que nous le savons, pour ceux qui reviennent régulièrement, ce sac de réflexion n'est pas seulement le sac de réflexion des cadres de la chaîne, bien que nous, en tant que cadres de la chaîne, nous en profitons énormément, parce que là, nous bénéficions également de quelque chose. Mais notre souhait, effectivement, c'est que les cadres de tous bords politiques soient également touchés. Parce que je crois que l'avenir, il n'y a que Dieu qui connaît l'avenir.
Je crois qu'aujourd'hui, sur le travail que nous sommes en train de faire, je pense au cercle de réflexion, en partageant sur ce genre de thème, pour moi, c'est une façon de contribuer à préparer l'avenir. Parce que nous ne voulons pas demain retomber dans les mêmes travers. Vous savez, malheureusement, je le dis à mon grand désarroi, le pouvoir de l'Issouba, qu'on avait malheureusement attribué le pouvoir de Nibolette, n'a pas fait mieux, malheureusement. Donc ça devient comme des pratiques, malheureusement, qui gangrènent notre société. Il y a eu Sassou 1, il y a eu le temps de l'Issouba, aujourd'hui on revient à Sassou 2. Malheureusement, quand on fait un recul en arrière, on retombe un peu toujours dans les mêmes pratiques. Quand je dis que nous ne connaissons pas ce qu'est fait l'avenir, aucun de nous ici ne sait ce qui sera demain. Le souhait pour nous, c'est que ce que nous condamnons aujourd'hui, que demain, nous aussi, nous ne puissions pas tomber dedans. Je le dis bien, on ne sait pas. C'est vrai, je suis d'accord sur tout ce qu'on a dit, le point ethnique et tout, mais Dieu, dans sa sagesse, dans sa souveraineté, peut, malgré toutes les barrières qu'il peut y avoir, peut décider de vous élever même dans un environnement qui est très compliqué. Mais le souhait pour nous, c'est que demain, nous qui écoutons ces choses, que demain, nous ne puissions pas, nous aussi, tomber dans les mêmes travers. Vous êtes demain élevé en dignité, vous avez une position. Le souhait pour nous, ça serait ça. Qu'on regarde d'abord à la compétence. Parce qu'il y a deux choses qu'on a soulevées. Moi, je crois que ça va ensemble. Hein. Neutralité politique dans l'administration, on a parlé du point ethnique. Je crois que les deux vont ensemble. Moi, quand j'entends neutralité politique dans l'administration, je crois, nous sommes d'accord que notre administration aujourd'hui est politisée. Ça, je crois qu'automatiquement, quand j'entends neutralité politique dans l'administration, nous avons une administration qui est fortement politisée, malheureusement. La politique aujourd'hui au Congo a touché tous les domaines. Il y a même des domaines dans lesquels la politique ne devrait pas avoir sa place, de raison d'être. Je prends le cas de la santé, à l'hôpital. Je me suis désolé de vous dire pour ceux qui sont au CHU, la politique aussi est rentrée même dans le domaine de la santé. Dans le sport, dans l'armée, dans tous les domaines. C'est incroyable, c'est incroyable. Il y a des secteurs dans lesquels on tourne en mal. C'est vrai, je peux avoir une opinion politique, je suis médecin, mais dans le cadre de ma profession, dans mon environnement, je n'ai pas besoin forcément d'afficher mon opinion politique. En tant que citoyen, quand je sors de là, c'est normal. Vous voyez un peu? L'armée est politisée, la santé est politisée, l'éducation. Bon, c'est extraordinaire, mais malheureusement, c'est fait à dessein. J'ai souligné deux causes que je voudrais proposer pour construire tout à l'heure mon propos. Deux causes pour moi qui favorisent, c'est une petite contribution, qui favorisent, je crois, cette course, voilà. Je veux dire, c'est une culture qui est même entretenue, voilà. C'est une culture, malheureusement, que les hommes entretiennent. Si les entretiennent à dessein parce qu'ils ont des causes, il y a des buts, il y a un but à atteindre derrière. Et de même que je dis que l'administration a été politisée, je vais dire aussi, je vais rejoindre donc Mungu et je n'ai pas dit, de même qu'elle a été politisée, l'administration aussi a été tribalisée. Donc pour moi, ça va ensemble. De même qu'elle a été politisée, elle a aussi malheureusement été tribalisée. Et ça, je pense que ça ne contribue en rien au développement de notre pays. C'est des facteurs qui freinent même le développement de mon pays. Donc quand j'ai une position, j'ai deux critères. Je pense que entre les deux critères, parce qu'il y a deux critères, le critère politique et le critère tribal, je crois que quand quelqu'un arrive aux affaires, j'ai comme l'impression que le critère prédominant, c'est le tribal d'abord. Bon, en fait, les deux sont ensemble, le politique et le tribal. Bon, si je dois nommer quelqu'un, ce qui est sûr, on regarde aussi le point tribal. Mais aussi, on regardera quand même le point, comme disait mon frère tout à l'heure, c'est vrai, il est de mon ethnie. Mais il n'est pas du même bord politique que moi. Et ça crée maintenant un problème. Mais ne vous en faites pas, il est du même bord politique que moi, mais il n'est pas de la même ethnie que moi. Et je vais aller plus loin, dire que nous avons aussi des partis politiques, malheureusement aujourd'hui, qui ont un caractère tribal. Je suis désolé de le dire. Le schéma aujourd'hui de notre pays nous montre des partis politiques à caractère tribal. On a je parle de trois grands. Aujourd'hui, on a le PCT. Bon, le MCD aujourd'hui qui est en Lombo, malheureusement, qui a été remplacé par UKIP. Pour moi, c'est la même chose. UKIP, MCD, c'est la même chose. Simplement, c'est le nom simplement qui a changé. Je suis désolé de le dire, quand on parle PCT, même si on dit que c'est un parti national, mais les gens dans la tête savent tout de suite que ça, c'est le parti des nordistes. Bon, là encore, je vais aller encore plus loin. Malheureusement, même du côté nord du pays, il y a aussi une séparation tribale. Ah oui, entre les nordistes, la prédominance, c'est les Moshi. Tu es Kouyou, tu es Teke, tu es Gangoulou. Même entre eux, hein, bon, je crois que pour les nordistes là, il y a des guéguerres aussi entre eux. Hein. Si un Moshi arrive à une position d'autorité, entre le Moshi et le Kouyou, ou le Teke, ou le Gangoulou, je crois que c'est donné la prédominance dominant à qui?
donnera à son parent Moshi comme lui. Et après, s'il n'y a pas de parent Moshi qui peut positionner, il peut regarder le Kouyou. Je vois que ouais, toutes ces choses, c'est un mal qui est en train de gangréner notre pays. Et je prends donc le PCT, quand on voit PCT, on voit dans le nord du pays, les Moshi en particulier. Quand vous voyez, je vous dis parce que moi j'ai discuté avec des cadres Kouyou, et qui vous le diront, Moshi, pourtant il est nordiste, parfois même proche du pouvoir. Il vous dira, Moshi, oui, même eux ils se sont parfois lésés. Donc, il est téké, je crois que c'est les plateaux, non? Oui. Il est des plateaux, les gens des plateaux, vous le savez dans leur calcul, hein? Les gens des plateaux. On a eu le Kanchourou ici, je crois qu'il y a des plateaux. Vrai ou faux? On a celui qui est en prison aujourd'hui, il est de Kouyou, je crois. Il est quoi? Le Makwa, là. Ouais, même dans ce. Quand on parle de neutralité politique, et qu'on parle de l'électricité, même dans le cadre de la région, nord, sud, ça existe. On a aujourd'hui Yuki, malheureusement qu'on ne le veuille pas, en grande majorité. Quand on voit Yuki, on voit même, je dirais même pas le sud, le Pou. Non, mais ça ne nous emmène nulle part, ces histoires. Même si dans Yuki, vous allez retrouver des bébés, des tékés, mais vous remarquez qu'en grande, la prédominance, le même comportement de la voix, je suis désolé de le dire, quand Parfait Kola s'est retrouvé ministre, tous les directeurs centraux pour la plupart des chefs de service étaient Larry. Je suis désolé de le dire, il faut le dire ouvertement. On ne fait pas mieux, il n'a pas fait mieux que nos parents Moshi et autres, il n'a pas fait mieux. Et on tombe sur notre parti, le parti du Grand Nyari, malheureusement aussi, l'Issouba arrivait à son époque avec l'UPADES, qui malheureusement aussi envoyait derrière le Nibolon, donc le Nyari, la Bouenza et la Décou. Puisque je parle de neutralité politique dans l'administration, mais je crois qu'aussi cette neutralité devrait aussi toucher même les partis politiques, je crois. Une forme de neutralité quand même aussi dans le choix, moi j'ai des cadres du PCT qui sont du pool qui se plaignent. Que même dans le positionnement, vous êtes au PCT, dans le positionnement entre le Moshi ou le Lari ou le Teki, dans le PCT, en termes de positionnement, on va d'abord faire monter, je suis du PCT comme toi, mais je suis Lari ou je sais pas, Bélo ou Teki, on va diriger d'abord le... Donc moi c'est des pratiques qui vont, j'élargis parce que ça va très loin. Et je dis, moi je crois que quelqu'un a parlé de prendre conscience, et je crois que le but aussi de ces échanges pour nous, c'est que nous prenions conscience. On est en train de gérer le cadre. Moi je crois, je voulais dire que je refuse que nous soyons pessimistes, que nous disions que les choses ne changeront pas. Moi je crois que les choses changeront. La nature nous démontre, je le dis avec assurance, la nature nous démontre même que toute chose a un commencement et a une fin. Et je crois que pour nous, ce que nous faisons, c'est de préparer l'avenir. Pour moi, si une personne a pris conscience, après demain, ça sera 2, après, ça sera 3, et c'est comme un phénomène, c'est comme un feu de brousse, ça commence petit après. Donc pour nous qui sommes là, une dizaine de personnes, je prie Dieu que nous prenions conscience et que nous soyons le relais de ce message auprès aussi d'autres jeunes cadres, d'autres intellectuels, qu'on puisse se prendre à la main et puis dire ensemble, avoir le courage de dire, ces choses-là doivent s'arrêter, ces pratiques doivent s'arrêter, d'abord le Congo d'abord. Et pour terminer, je voudrais parler tout à l'heure des causes. Je crois qu'il y a 2 grandes causes qui favorisent justement ce type de comportement. Avant de donner les causes, j'ai une pensée qui m'était venue tout à l'heure. Je voulais prendre un exemple, pour illustrer ce que je suis en train de dire. Je voulais prendre l'exemple des États-Unis d'Amérique, qui est l'une des plus grandes démocraties du monde, même si elle n'est pas parfaite. Vous avez là-bas, je prends le cas de l'armée. L'armée américaine, elle est républicaine. Je peux être républicain, et celui qui arrive aux affaires est démocrate. Je mets d'abord de côté mon appartenance politique. Je sers ma nation. Donc je sers celui qui est arrivé aux affaires qui a été voté. Elle est républicaine. Et de même, l'administration doit être comment? Peut être républicaine. Je regarde d'abord l'expertise et la compétence. Je ne sais pas est-ce qu'il est du républicain ou démocrate. Est-ce qu'il a la camp? Maintenant, je suis d'accord avec quelqu'un qui disait aussi, je vais pas aussi, parce que je regarde, parce qu'il n'est pas de mon parti politique, s'il n'a pas la compétence, il n'est pas de mon ethnie, je suis désolé, s'il n'a pas la compétence, il faut l'enlever. Je prends le cas, M. Mourou le jeune, celui qui vous a précédé avait nommé quelqu'un, sur le plan, sur ces valeurs-là, et ethniques et politiques. Encore s'il a la compétence, d'accord, j'arrive, il a la compétence, il y a le rendu, c'est bon. Mais s'il n'a pas la compétence, je fais quoi? Je vais l'enlever. Et si dans mon bord politique, j'ai quelqu'un qui a quoi? Qui a la compétence, pourquoi ne pas le mettre? Mais là, vous en faites des Congolais dire encore, oh, voilà, il a fait parce que... Mais il y a aussi ces réalités-là, je crois qu'il faut être conscient. Si quelqu'un n'a pas le profil,
n'a pas la compétence, il n'y a pas de raison, puisque le but pour nous, c'est que l'administration puisse fonctionner normalement. Et donc, je voulais donc dire, terminer en parlant des deux causes. Je crois que deux grandes causes favorisent justement, en tout cas, ils favorisent justement cette culture-là. Je crois qu'il y a deux grandes causes. Pour moi, ce n'est pas une liste exhaustive. Pour moi, la première cause, c'est l'enrichissement illicite. Voilà. Je crois qu'une des choses qui fait qu'on favorise justement, c'est parce que, bon, aujourd'hui, quand on positionne quelqu'un, il faut que la personne se... Aujourd'hui, l'enrichissement illicite, la course à l'enrichissement illicite, les grands postes, surtout les grands postes. Et encore là, M. Basoaka, je voudrais dire quand même que de manière générale, ces problèmes-là, on ne les connaît pas beaucoup dans les petits postes. Les postes, il n'y a pas d'argent, de manière générale, où il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Bon. On peut vous laisser un poste, hein, M. Mbongo Bilon-Jeune, tant qu'il n'y a pas beaucoup de... Vous n'avez aucun avantage financier réel, bon, on peut positionner peut-être un parent pour gagner 100 francs. Mais en tout cas, ces gens aussi, quand ils positionnent les leurs, de manière générale, c'est dans les postes où il y a un retour financier. Il n'y a pas stratégique, un retour financier. Il n'y a rien à faire. Pour moi, c'est l'une des premières causes. Et deuxièmement, quelqu'un l'a soulevé ici, je crois que c'est mon frère qui parlait de son ami, il dit, nous avons été formés pour... C'était pour le pouvoir. Donc, la deuxième des choses, effectivement, cette chose est favorisée aussi pour défendre le pouvoir et donc défendre les intérêts de ceux qui sont aux affaires. J'en ai terminé. Merci beaucoup. Et donc, je peux me frotter les mains. Toutefois, je dirais que les propositions de monsieur ou encore les points de vue soutenus par monsieur Eugène Mbongo et monsieur Joseph Pondy sont vraiment d'un intérêt capital. Parce que, même moi-même, quand je traitais ce sujet-là, pour moi, je me disais qu'il y avait plus d'arguments du point de vue de la neutralité ethnique et même religieuse. Surtout en France, il y a un grand débat là-dessus sur la neutralité religieuse ou le port de... Voilà, il y a vraiment des problèmes. Maintenant, chez nous, c'est beaucoup plus le côté ethnique. Mais je pense que nous, on nous dit toujours en matière scientifique que le chercheur est limité. Quand vous englobez tellement des choses, vous risquerez de beaucoup dire et en fin de compte, le message n'est pas passé. Moi, je pense qu'on s'est limité sur le plan politique. Demain, parmi nous, une autre personne peut analyser ce point de vue-là, ethnique, qui constitue même l'un des éléments vraiment qu'on peut... Je dis, c'est même l'épine dans le pied du développement de ce pays-là. On ne peut pas se développer si on ne se débarrasse pas des considérations ethniques. Et donc, moi, je pense qu'il y a vraiment de l'intérêt, mais s'il faut qu'on aborde cette question-là, il y a beaucoup à dire là-dessus, c'est mieux de l'aborder spécifiquement. On abandonne l'aspect politique, on reste sous l'angle ethnique. Et je pense que le jour-là, on sera même là jusqu'à 22 h parce que chacun va évoquer ce qu'il a eu à connaître comme situation. Et pour l'apport, comment dirais-je, la manifestation de la neutralité, du non-respect du principe de la neutralité politique dans notre pays, je crois bien, monsieur Victor Fouti et monsieur Okatola nous ont apporté des éléments tangibles pour dire que oui, et le caractère, peut-être le côté ethnique est beaucoup plus pesant, mais il y a aussi des éléments qui manifestent carrément ou qui vont dans le sens de confirmer que dans notre pays, il y a une réalité où l'administration congolaise est politisée. Je vais peut-être pas m'attarder puisque je suis limité aussi dans le temps. Je vais tout simplement prendre un exemple de chez moi. Et ça remonte à l'époque, j'étais encore au CM2, je crois bien, à Itumbi. En 97, pendant le début des campagnes, j'étais encore petit, mais j'ai eu quand même à participer à cette histoire. J'étais là comme observateur et je voyais. Et j'ai toujours retenu une phrase d'un sous-préfet de l'époque, paix à son âme, M. Lambert Okoko, il fut même député, qui disait « Nous ne voulons pas de la politique qui divise Itumbi ». Et cette phrase s'expliquait du fait que à Evo, à Mbama, chez moi, puisque je suis de Mbama, même si j'ai beaucoup plus grandi à Itumbi,
à Okoyo, les sous-préfets, quand le candidat, l'actuel président venait, fouillaient dans la forêt. C'est-à-dire le sous-préfet faisait même 5 jours, il est dans la forêt. Parce qu'il ne voulait pas recevoir le candidat étant nommé par ceux qui étaient à l'époque au pouvoir. Mais est-ce que le sous-préfet en tant qu'agent de l'État se rendait compte qu'il y a un principe qui l'astreint à accorder les mêmes faveurs, peu importe l'appartenance politique de la personne qui est en face de vous? Ça veut dire que ça pose problème. On prend le cas du Fondo. Il y a un candidat à l'élection présidentielle, M. Ongyo Sengame, qui promettait même de prendre un décret dès qu'il est élu pour faire partir le préfet. Mais le préfet, c'est le relais même de l'administration centrale au niveau local. Mais qu'est-ce que nous regardons? Donc, il y a un véritable problème qui se pose du point de vue du non-respect du principe de la neutralité politique. Et bon, moi, je pense que c'est à l'homme politique de conscientiser, puisque c'est l'homme politique qui est à l'origine de ça. L'homme politique doit conscientiser et dire, bon, voilà les conséquences que cette pratique nous a entraînées pour éviter, voilà maintenant une autre manière de voir les choses. Et même dans toujours cette neutralité politique, le non-respect dans le recrutement, c'est visible. Chez nous, on organise, je prends le cas de chez nous-mêmes, chez moi et M. Olem Kinyombi, où, selon le statut de la fonction publique parlementaire, il est expressément prévu que le recrutement à la fonction publique parlementaire se fait par voie de concours. Mais allons dans la réalité. J'ai été nommé, mais quand je passe là-bas, je suis chef de bureau, je ne sais même pas qu'est-ce que je fais en tant que chef de bureau. Mais je suis là, j'occupe cette fonction-là. Ça existe que de forme. Parce que je ne sais pas, on ne m'a jamais associé pour un quelconque travail. Puisque la maison est tellement politisée, c'est le cabinet qui fait tout. Mais il y a une administration qu'on appelle même le noyau central du Parlement, de l'Assemblée nationale, c'est le secrétariat général. Mais le fait que le politique empiète sur tout, même s'il y a des intellectuels au sein de cette structure, ils sont écrasés. Et même un collaborateur planton va te demander, mais toi, tu fais quoi? Il ne peut même pas t'appeler chef, parce qu'un chef, c'est celui qui donne le boulot à son collaborateur. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à s'affirmer? C'est parce que, bon, déjà quand tu passes, on ne t'appelle pas par ton nom. En tant que fonctionnaire, nous n'évoluons pas là-bas en tant que collaborateur dans un cabinet, en tant que fonctionnaire. Mais on t'appelle par le nom de la personne qui t'a emmené là. Et certains de nos collègues, je crois bien, monsieur, le président Olem Kinyombi connaît bien la réalité. On a beaucoup des amis qu'on pouvait inviter ici, c'est des cadres. Mais qui ne viennent pas tout simplement parce qu'ils sont liés à cette appartenance politique. Puisque c'est lui qui l'a emmené, il est du PCT. Mais si on le voit là-bas, qu'est-ce qu'il va, il va devenir? Bien, mais ça, tout ça là, ça veut dire c'est ça le caractère politisé de l'administration. On peut trancher un litige du point de vue de droit, mais la solution tombe d'en haut. Le juge reçoit les ordres, ou encore la personne qui est dans un service juridique, qui est appelée à donner son avis par rapport à une question donnée. Mais la décision tombe d'en haut parce que, bon, en haut là-bas, on a dit, voilà la solution à donner à la situation. Mais toi, en tant que tu es là, on t'appelle chef, oui, mais parfois nous disons, tant mieux, ça nous permet aussi de tant qu'on ne nous donne pas le boulot, nous allons dans nos recherches. Moi, je passe tout mon temps derrière ma machine, je suis dans la bibliothèque, mais pour moi, c'est... Je dis merci, j'ai un boulot, je ne fais rien, mais on me paye. Et je mets cet argent-là. D'autres choses, je fais ma recherche. Je suis tous les jours derrière ma machine parce que pour moi, les jours qu'on va me donner le boulot, je ne sais même pas si je suis encore capable de le faire parce que je suis habitué. Je ne peux pas abandonner ma machine, lire, je ne sais pas, ma thèse. Ça sera compliqué. Mais quand j'arrive dans la maison au départ, je me disais, bref, j'ai mis la croix. Plus question avec la recherche parce que, bon, mais parfois, quelque part, on dit souvent le malheur est bon. Et donc, la question, elle est vraiment réelle.
l'administration de notre pays est pourrie par l'homme politique. Et ça, on ne doit pas cacher ce côté-là pour rester du côté ethnique. Oui, il y a aussi ce côté-là, mais il y a un grand problème, c'est le problème politique. Moi, j'ai toujours dit même à mes amis, c'est qu'il nous manque... Même le tribalisme, c'est l'homme politique qui fait la promotion du tribalisme. Monsieur Kinyumbi, vous n'avez pas la parole. Excusez-moi. Moi, j'ai toujours même dit à mes amis, ce qui nous manque, c'est le jour qu'on va dire... Déjà, à l'université, c'est visible. Mais même à l'école primaire, on dit, chef de classe, tu es de quel bord politique? Mais ça ne nous manque que ça. C'est le seul endroit, puisque c'est aussi une administration où, au moins le chef de classe à l'école primaire, on choisit souvent le plus têtu de la classe ou encore celui qui est le plus intelligent. Mais même à partir du lycée, déjà, il y a un constat avec l'histoire des mouvements de jeunesse des partis qui, aujourd'hui, ont même pris place dans les établissements publics. Vous allez arriver dans une école où on vous dit qu'il est de la force montante congolaise. Mais c'est quand même l'école. Mais cette personne-là, vous allez constater qu'au cas où il y a élection du chef de classe, s'il est candidat, mais on le voit avec nos gars du parti, il va passer. À l'université, tu ne peux pas être responsable d'un syndicat si on ne connaît pas tes origines politiques. Tu dois toujours... Soit tu es là, élu, on ne connaissait pas, mais dès qu'on connaît tes positions politiques, tu dois partir de là. Et ça, la conséquence, c'est quoi? L'administration est politisée, ça rend faible l'administration. Et lorsque l'administration devient faible, c'est l'individu qui devient fort. Conséquence, nous avions un individu qui vit dans une villa plus belle que le ministère. Alors, entre un individu et l'État qui est plus riche. Parce que le ministère, comme on l'a dit, M. Pondier, M. Bungo ont soulevé une question, dit, il a bougé par manque de chaises. Mais on ne vous dira jamais que un ministre ou encore un haut responsable de l'État, il a bougé. C'est tout simplement dire que l'administration est empiétée par l'homme politique. Les solutions, il faut toujours y croire. Il y a toujours des solutions, mais c'est à l'homme de prendre le courage de faire face à ce fléau-là pour le dominer. Je pense que c'est tout ce que j'avais